Un garçon de 10 ans, un morceau de pain, et un choix que personne ne peut expliquer. Ceci est un miracle de la Vierge Marie qui vous fera repenser tout ce que vous savez sur la foi. Avez-vous déjà vraiment eu faim? Pas ce genre de faim du style j'ai sauté le petit déjeuner, mais celle qui vous tord l'estomac et vous obsède toute la journée. Timothy connaissait bien cette sensation. Chaque jour après l'école, il marchait 40 minutes pour rentrer chez lui. Et chaque jour, il serrait fort ce petit morceau de pain restant du déjeuner, car il savait que c'était peut-être la seule chose qu'il mangerait jusqu'au soir. 10 ans. Vous vous souvenez de ce que c'était d'avoir 10 ans? Vous étiez probablement préoccupé par les jeux vidéo, jouer dehors, ou quel dessin animé vous alliez regarder à la télévision. Timothy n'avait pas le temps pour ça. Timothy avait des soucis d'adulte. Sa mère travaillait comme femme de ménage. Elle partait avant l'aube et rentrait tard le soir. Ses mains qui auraient dû cuisiner pour lui, jouer avec lui, frottaient les sols dans des maisons où personne ne connaîtrait jamais son nom. Et son père, eh bien, nous en parlerons bientôt. Sur le chemin du retour, il y avait une rue que Timothy traversait toujours. De vieilles maisons, des jardins simples, le genre d'endroit tranquille où il ne se passe jamais rien de spécial. Mais dans l'un de ces jardins, juste près de la clôture, il y avait une statue de la Vierge Marie. Petite, décolorée, le genre de statue devant laquelle on passe tous les jours sans même la remarquer. Mais Timothy la remarquait, et chaque jour il s'arrêtait. Il restait là à regarder la statue. Parfois, ses lèvres bougeaient, murmurant une prière. D'autres fois, il restait juste en silence, comme s'il parlait sans mots. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant de 10 ans qui s'arrête chaque jour pour prier? Que pouvait-il demander? Parce qu'il y avait quelque chose de lourd, quelque chose qui faisait si mal qu'il avait besoin de le partager avec quelqu'un. Et s'il ne pouvait pas le partager avec sa mère parce qu'elle était déjà trop fatiguée, qu'elle souffrait déjà trop, alors il le partageait avec la Vierge Marie. Avez-vous déjà porté un fardeau dont personne autour de vous n'était au courant? Avez-vous déjà fait semblant que tout allait bien alors qu'à l'intérieur vous vous effondriez? Timothy faisait semblant tous les jours. La maison était petite, trop chaude en été, trop froide en hiver. Mais c'était chez lui. C'était là où ils essayaient d'être une famille. Quand Timothy rentrait de l'école, sa mère n'était jamais là. Alors, il entrait dans cette maison silencieuse, jetait son sac à dos sur le canapé, et se dirigeait directement vers sa chambre. Non, attendez. Il n'allait pas dans sa chambre. Il allait dans une autre pièce, celle dont la porte était toujours fermée, la pièce d'où venaient ces sons que Timothy avait appris à reconnaître de loin, la toux, cette toux profonde et prolongée qui sonnait comme si elle arrachait des morceaux de l'intérieur. Vous connaissez ce son? Cette toux qui n'est pas un rhume, qui n'est pas la grippe. C'est quelque chose de pire, quelque chose qui ne s'améliore pas, quelque chose qui empire de jour en jour, de semaine en semaine. Le père de Timothy était dans cette pièce. Ethan, 38 ans, mais il en paraissait 60. Il avait été mécanicien, bon dans ce qu'il faisait. Il travaillait dur, réparait des voitures, rentrait chez lui avec de la graisse sur les mains mais de l'argent dans sa poche jusqu'à ce qu'il commence à se fatiguer facilement. Puis sont venus l'essoufflement, puis la toux, puis cette douleur dans sa poitrine qui ne disparaissait pas. Et quand ils sont finalement allés chez le médecin, parce que les hôpitaux coûtent cher, alors on n'y va que quand on n'en peut plus, le diagnostic est tombé comme une sentence, une maladie grave des poumons, agressive, déjà propagée. 6 mois, a dit le médecin, peut-être moins. 6 mois. Pouvez-vous imaginer entendre ça? Pouvez-vous imaginer être la femme et entendre que dans 6 mois vous serez seul? Ou pire, pouvez-vous imaginer être le fils et entendre que dans 6 mois vous n'aurez plus de père? Timothy l'a entendu. Il était dans la salle d'attente quand sa mère est sortie du cabinet du médecin en pleurant. Il n'a pas eu besoin de demander. Rien qu'en regardant son visage, il a su. À partir de ce jour, tout a changé. Son père ne pouvait plus travailler, passait la plupart de son temps au lit. Parfois, il s'asseyait sur le bord, essayait de boire du café, mais ça ne passait pas. La nourriture n'avait pas de goût. Le corps n'acceptait plus rien. Et le pire, c'est qu'il perdait du poids. Semaine après semaine, cet homme qui avait été fort, qui pouvait soulever un moteur de voiture à lui seul, qui avait l'habitude de lancer Timothy en l'air quand il était petit, cet homme se transformait en une ombre. Sa mère prenait plus de travail, faisait le ménage le matin, faisait le ménage l'après-midi, parce que les médicaments coûtaient cher,
parce que les rendez-vous coûtaient cher. Et Timothy est devenu l'homme de la maison à 10 ans. Il se réveillait seul, préparait son propre déjeuner, allait à l'école seul, revenait seul, et quand il rentrait à la maison, il entrait dans cette pièce et s'asseyait à côté de son père. Parfois, il parlait de l'école, de la façon dont la journée s'était passée, mais la plupart du temps, il restait assis là en silence. Timothy tenait la main de son père, cette main qui devenait plus mince, plus froide, et son père le regardait, et on pouvait voir dans ses yeux cette tristesse de savoir qu'il ne verrait pas son fils grandir, qu'il ne lui apprendrait pas à conduire, qu'il ne le verrait pas obtenir son diplôme, qu'il ne serait pas là quand Timothy aurait besoin d'un père. 6 mois, 2 étaient déjà passés. Il y a des jours qui commencent normalement et qui finissent par tout changer. On ne sait pas quand on se réveille que la journée sera différente. Mais plus tard, quand on regarde en arrière, on le voit. C'était ce jour-là. C'était le jour où tout a changé. Pour Timothy, c'était un mardi ordinaire, ciel gris, cette fraîcheur de fin d'automne qui laisse déjà présager l'arrivée de l'hiver. Timothy est allé à l'école comme d'habitude. Pendant la récréation, il s'est assis dans son coin habituel et a ouvert sa boîte à lunch, un morceau de pain, c'est tout, du pain avec un peu de beurre. Il a regardé ce pain et a pensé à son père. Il a pensé à la façon dont son père ne pouvait même plus manger. Il a pensé à la façon dont sa mère était repartie sans déjeuner parce qu'elle n'avait pas le temps. Il a pensé à la difficulté de la situation. Et pour la première fois depuis longtemps, Timothy a pleuré là, assis seul dans le coin de la cour de l'école avec ce morceau de pain dans ses mains, il a pleuré. Ce n'étaient pas les pleurs d'un enfant qui est tombé et s'est écorché le genou. C'était un cri de désespoir, d'impuissance, de savoir que peu importe à quel point on le veut, il n'y a rien qu'on puisse faire pour changer ce qui se passe. Avez-vous déjà pleuré comme ça? Le genre de pleurs qui viennent de si profond à l'intérieur que même respirer devient difficile. Timothy a rapidement essuyé son visage parce que les hommes ne pleurent pas, n'est-ce pas? C'est ce que son père a toujours dit. Mais son père a dit ça à l'époque où il était encore fort. Maintenant, son père pleurait aussi. Timothy l'avait entendu à travers la porte. Les cours étaient terminés. Timothy a remis tout le morceau de pain dans sa boîte à lunch. Il n'avait pas réussi à manger. Et il a commencé le chemin du retour, 40 minutes, assez long pour réfléchir, trop long pour réfléchir. Il a pensé à son père, à la façon dont chaque soir avant de dormir, il priait, demandant à Dieu de guérir son père. Mais son père ne guérissait pas, il ne faisait qu'empirer. Dieu écoutait-il? Les miracles existaient-ils vraiment? Timothy voulait croire. Il avait besoin de croire, car s'il ne croyait en rien, que restait-il? Et puis il est arrivé dans cette rue, celle avec la statue. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, il n'a pas juste regardé de loin. Aujourd'hui, il s'est arrêté devant la clôture, a ouvert le petit portail, il n'était jamais verrouillé, et est entré dans le jardin. Son cœur battait fort, pas de peur. Il s'est approché de la statue. De près, on pouvait voir les détails, les fissures dans le béton, la peinture qui s'écaillait, mais on pouvait aussi voir le visage, ce visage serein, ces yeux qui semblent vous regarder droit dans les yeux. Timothy s'est agenouillé sur l'herbe humide, a ouvert sa boîte à lunch, a sorti le pain, et a regardé ce pain dans ses mains. Timothy avait faim, très faim, mais il y avait quelque chose de plus grand que sa faim là. Il y avait la foi, ou le désespoir, ou peut-être les deux ensemble. Il a cassé le pain en deux. Il a placé une moitié au pied de la statue de la Vierge Marie avec précaution, comme s'il offrait quelque chose de sacré, parce que c'était sacré, c'était tout ce qu'il avait. Puis il a levé les yeux vers la Vierge Marie en béton décoloré et a commencé à prier. Les larmes coulaient sur son visage. S'il vous plaît, sauvez mon père. Je donnerai la moitié de tout ce que j'ai. S'il vous plaît, ne le laissez pas mourir. J'ai besoin de lui. Nous avons besoin de lui. S'il vous plaît. Combien de temps est-il resté là? 5 minutes? 10? Cela lui a semblé une éternité. Et quand il s'est finalement levé, il a pris l'autre moitié du pain et l'a mangé lentement. Chaque bouchée était une prière. Chaque morceau avalé, un acte de foi. Il a essuyé son visage, a ajusté son sac à dos, et a quitté le jardin. Il ne s'est pas retourné. Le lendemain, Timothy est repassé devant le jardin, et son cœur s'est presque arrêté.
Le pain avait disparu. Il s'est arrêté, a regardé de près, a fouillé l'herbe autour de la statue. Rien. Il avait disparu. La première pensée qui lui est venue à l'esprit, un oiseau l'a pris. Évidemment, n'est-ce pas? Il était resté là toute la nuit. Un animal devait l'avoir pris. Ou peut-être qu'il avait plu. Non, il n'avait pas plu. Peut-être que quelqu'un qui s'occupait du jardin l'avait nettoyé. C'était logique. Timothy a secoué la tête. Pensée idiote. Bien sûr, c'était un oiseau. Il est rentré chez lui, est entré, a jeté son sac à dos sur le canapé, et a entendu quelque chose d'étrange. Ou plutôt, il ne l'a pas entendu. Il n'y avait pas de toux. Habituellement, dès qu'il arrivait, il pouvait déjà entendre la toux de son père, cette toux constante qui résonnait dans la maison. Mais maintenant, silence. Le cœur de Timothy a commencé à battre la chamade. Non. 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 S'il vous plaît. Non. Il a couru vers la chambre de ses parents, a ouvert la porte d'un coup. Son père dormait paisiblement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme calme. Timothy est resté planté dans l'embrasure de la porte, juste à regarder, attendant que son père se réveille en toussant comme il le faisait toujours, mais son père a continué à dormir. Quand sa mère est rentrée à la maison ce soir-là, Timothy lui a dit « Papa a dormi tout l'après-midi, il n'a pas toussé une seule fois. » Elle a touché le front de son mari. Pas de fièvre. Elle a regardé son fils avec ce mélange d'espoir et de peur de se faire berner par celui-ci. Il doit être épuisé. Son corps a besoin de repos. Mais dans ses yeux, Timothy a vu la même chose qu'il ressentait. Et si les jours suivants étaient étranges? Son père a commencé à mieux dormir. Il ne se réveillait plus toutes les demi-heures en toussant. Les premières nuits, sa mère n'arrêtait pas de venir le voir sans cesse, craignant peut-être qu'il n'ait. Eh bien, vous pouvez imaginer la peur, mais il dormait juste. Après 3 ou 4 jours, quelque chose d'autre s'est produit. Son père s'est assis dans son lit tout seul. Ce n'était pas cet effort énorme comme avant. Il s'est juste assis. Ça va, a demandé sa mère, courant presque dans la pièce quand elle a vu ça. Je me sens un peu moins fatigué. Un peu moins fatigué. Pour quelqu'un qui ne pouvait même pas se lever pour aller aux toilettes seul, c'était beaucoup. La semaine suivante, il a mangé pour de vrai, pas ces 2 cuillères à soupe qu'il avalait de force juste pour faire plaisir à sa femme. Il a mangé un bol entier de soupe, enfin, presque. Ça a un goût différent, a-t-il dit, et a même souri, un petit sourire faible, mais tout de même un sourire. Timothy a regardé tout ça depuis l'embrasure de la porte. Il n'a rien dit, mais à l'intérieur, il criait « S'il vous plaît, continue. S'il vous plaît, ne t'arrête pas. » Et puis il s'est passé quelque chose que personne n'attendait. Sa mère est rentrée à la maison un samedi après-midi, un jour où elle travaillait habituellement jusqu'à tard, et elle avait un sourire sur le visage. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a demandé Timothy. « Madame Peterson, elle va augmenter mon salaire. » Silence. Quoi? Elle a dit que j'étais la meilleure employée qu'elle ait jamais eue, que la maison n'avait jamais été aussi propre, et qu'elle allait me payer plus. Sa mère s'est mise à pleurer, mais c'était le genre de pleurs qui viennent du soulagement, le genre qu'on pleure quand on se noie et que quelqu'un vous lance une corde. Ça veut dire qu'on pourra acheter les médicaments de ton père sans prendre de retard sur les autres factures. On pourra acheter de la vraie nourriture. On pourra. Elle n'a pas pu terminer. Elle a juste serré Timothy dans ses bras et a pleuré. Et Timothy, serrant sa mère fort contre lui, a pensé à la statue, a pensé au pain. Coïncidence, n'est-ce pas? Ce devait être une coïncidence. Mais les choses ont continué à changer. 2 semaines après ce jour, le jour où Timothy a partagé le pain, son père est sorti du lit tout seul, a marché jusqu'au salon lentement, en s'accrochant au mur, mais il a marché. Il s'est assis sur le canapé, a regardé la télévision avec Timothy. Comment s'est passée l'école aujourd'hui, champion? Champion? Son père ne l'avait pas appelé comme ça depuis des mois. C'était bien, papa. Tu grandis, tu sais ça. Quand je serai guéri, on fera toutes ces choses que j'ai promises. On ira pêcher. On ira voir un match de baseball. Eh bien, papa, tu
Tu penses que tu vas guérir? Son père l'a regardé, l'a vraiment regardé, et pour la première fois depuis longtemps, il y avait quelque chose de différent dans ce regard. Il y avait de l'espoir. Tu sais quoi? Je pense que oui. Je ne sais pas comment, mais je pense que oui. Un mois plus tard, il était temps d'un autre rendez-vous. Les bilans de santé de routine étaient devenus une partie de leur vie, aller à l'hôpital, faire des tests, écouter les médecins dire des choses qu'ils ne comprenaient pas tout à fait mais savaient qu'elles étaient mauvaises. Mais cette fois, sa mère était nerveuse d'une manière différente. Il va mieux, a-t-elle dit au docteur Harrison quand ils sont arrivés. Il dort. Il mange. Il marche même un peu. Le docteur Harrison était un homme dans la cinquantaine, aux cheveux grisonnants, avec cette attitude sérieuse d'un médecin qui avait appris à ne pas se faire d'illusions. Il a examiné Ethan, a écouté ses poumons, et a froncé les sourcils. Refaisons les tests. Et il y a eu beaucoup de radiographies, de scanners, de prises de sang. Ils ont passé des heures là-bas. Timothy était dans la salle d'attente avec sa mère. Elle lui tenait la main si fort que ça faisait mal, mais il ne s'est pas plaint. Quand le docteur Harrison est finalement sorti avec ce dossier rempli de papiers, son visage semblait confus. Vous pouvez entrer. Ils se sont assis. Le médecin a placé les scanners sur le tableau lumineux au mur. Image des poumons. Ça, il a pointé du doigt, ceci date d'il y a 2 mois. Toutes les taches sombres partout. Les poumons ont l'air détruits. Et ceci date d'aujourd'hui. Il y avait encore des taches, mais moins, nettement moins. Je ne sais pas comment expliquer ça, a dit le docteur Harrison. Et quand un médecin admet ça, c'est grave. Les lésions ont diminué. La fonction pulmonaire s'est améliorée. Est-ce une bonne chose, a demandé sa mère, retenant à peine son souffle. C'est extraordinaire. Ce genre de maladie ne s'améliore pas comme ça. Elle ne s'améliore pas du tout. En fait, son pronostic était. Eh bien, vous savez quoi? C'était 6 mois, et près de 3 étaient déjà passés. Le docteur Harrison a regardé les scanners pendant longtemps. Puis il a regardé Ethan assis là, respirant, vivant. J'en ai vu beaucoup en médecine, mais parfois, très rarement, on voit quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. On appelle ça une rémission spontanée. Mais ça, il a secoué la tête, je n'ai jamais vu une rémission comme ça. Pas dans ce type de maladie. Ils ont quitté l'hôpital dans un silence stupéfait. Ce n'était pas encore de la joie. C'était un choc, la peur de croire. Dans la voiture, la mère conduisant, le père sur le siège avant, Timothy à l'arrière, personne n'a parlé jusqu'à ce que le père brise le silence. Quelqu'un veille sur nous. Quelqu'un prend soin de nous. Et Timothy à l'arrière a pensé, je sais qui c'est. Les mois ont passé. Son père a continué à aller mieux, un jour à la fois, mais mieux. 3 mois après ce rendez-vous, il marchait sans s'accrocher au mur. 4 mois, il avait retrouvé son appétit, a recommencé à prendre du poids. 5 mois, la toux avait presque complètement disparu. Et puis est venu le 6e mois, la date limite que les médecins avaient donnée. Et Ethan était assis à table en train de dîner avec sa famille. Il n'était pas guéri. Il prenait toujours des médicaments, se fatiguait toujours facilement, mais il était vivant. Il riait. Il vivait. Timothy mangeait tranquillement. Il avait gardé ce secret tout ce temps. Il n'avait jamais parlé du pain, de la statue, du vœu à personne. Parce que s'il en parlait et que ça ne marchait pas, ça ferait plus mal. Et s'il en parlait et que ça marchait, eh bien, il ne savait pas pourquoi, mais il n'en avait pas parlé jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se retenir. Au milieu de ce dîner, avec son père riant d'une blague idiote que sa mère avait racontée, avec la vie redevenant presque normale, Timothy s'est mis à pleurer. Ce n'était pas de la tristesse. C'était du soulagement, de la gratitude, tout ce qu'il avait gardé à l'intérieur pendant des mois. Timothy, qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Et puis il a tout lâché. J'ai fait quelque chose il y a environ 6 mois. Il y avait une statue de la Vierge Marie sur le chemin de l'école, et je m'y suis arrêté tous les jours. Et un jour, je lui ai donné la moitié de mon pain. Les parents ont arrêté de manger. Ils ont regardé leur fils. Je lui ai demandé de te sauver, papa.
J'ai tellement demandé. Et j'ai donné la moitié de mon pain parce que c'était tout ce que j'avais à donner. Et le lendemain, tu as commencé à aller mieux. Silence à table. La mère a regardé le père. Le père a regardé la mère. Puis les deux ont regardé leur fils. Le père s'est levé de sa chaise, est allé vers Timothy, s'est agenouillé à côté de lui, et a serré son fils dans ses bras. Tu m'as sauvé la vie, mon fils. Ce n'est pas moi. C'est la Vierge Marie. Elle t'a entendu. Elle a entendu la prière d'un garçon de 10 ans qui a donné tout ce qu'il avait. Et tous les trois sont restés là enlacés, en pleurant. Le dimanche suivant, ils sont allés ensemble, père, mère et Timothy. Ils ont descendu cette rue jusqu'à ce jardin. Le père était lent, mais il marchait. 6 mois plus tôt, il ne pouvait pas sortir du lit. Maintenant, il était là debout, respirant. Ils sont entrés dans le jardin pour la première fois, toute la famille ensemble, et ils se sont agenouillés devant cette petite statue de la Vierge Marie, décolorée, faite de béton fissuré. Le père a regardé la Vierge Marie et a commencé à parler. Ce n'était pas une prière mémorisée. Cela venait de son cœur. Merci d'avoir entendu mon fils. Merci de m'avoir donné plus de temps. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment, mais merci. J'utiliserai chaque jour que vous m'avez donné. Je serai le meilleur père que je puisse être. Je serai le meilleur mari. Je vivrai d'une manière qui honore ce don. La mère a juste pleuré, tenant la main de son mari. Timothy a touché la base de la statue, le même endroit où il avait placé la moitié de son pain. Merci, a-t-il murmuré. Merci d'avoir écouté. Et à ce moment-là, une douce brise a traversé le jardin. Les feuilles des arbres environnants ont bruissé. Le soleil, qui était caché derrière les nuages, est soudainement apparu et a illuminé la statue. Coïncidence? Peut-être. Mais pour ceux qui croient, il n'y a pas de coïncidence. Aujourd'hui, des années plus tard, Ethan est toujours vivant. Il a repris le travail, pas comme mécanicien. Ses poumons ne peuvent plus supporter un travail pénible, mais il travaille. Il vit. Il rit. Il se réveille chaque jour et remercie d'être en vie. La famille conserve les anciens examens médicaux, ceux qui disaient qu'ils n'avaient aucune chance. Parce que quand la vie devient difficile, quand ils oublient à quel point ils sont bénis, ils regardent ces images et se souviennent qu'un miracle de la Vierge Marie s'est produit. Timothy passe toujours devant ce jardin. Il s'arrête toujours quelques secondes, touche toujours la base de la statue, et remercie toujours. Il n'avait qu'un demi-pain, mais il l'a donné de tout son cœur, et la Vierge Marie a répondu d'une manière que personne ne pourra jamais expliquer complètement. Les médecins appellent ça une rémission spontanée. La famille appelle ça un miracle. Et vous, comment l'appelez-vous? Texte remanié et détaillé. Imaginez un garçon de 10 ans, une tranche de pain fragile serrée dans sa petite main, et un choix si profond, si inexplicable, qu'il remet en question les fondements même de ce que nous croyons. Voici l'histoire d'un miracle, murmuré par la Vierge Marie elle-même, un témoignage de foi inébranlable qui pourrait vous obliger à reconsidérer tout ce que vous pensiez savoir. Avez-vous déjà connu la vraie faim, ce vide rongeur qui transcende un repas manqué et s'enfonce profondément dans votre âme? Le jeune Timothy comprenait intimement ce sentiment. Jour après jour, les 40 minutes de marche entre l'école et la maison étaient un supplice de douleur lancinante, chaque pas lui rappelant le vide dans son ventre. Le maigre morceau de pain, récupéré de son déjeuner, était son précieux bouclier contre l'obscurité envahissante de la famine, une promesse fragile qu'il pourrait survivre jusqu'à la nuit. Rappelez-vous votre propre 10e année, une tapisserie tissée d'heures insouciantes de jeux vidéo, d'escapades ensoleillées dans le quartier et du délicieux dilemme de choisir un dessin animé préféré. Pour Timothy, cependant, de telles joies innocentes étaient des luxes qu'il ne pouvait se permettre. Ses épaules portaient le poids de fardeaux bien trop lourds pour un enfant de son âge. Sa mère, une guerrière infatigable contre la pauvreté, partait avant que le soleil n'embrasse l'horizon et ne revenait que lorsque les ombres s'étaient approfondies dans la nuit. Ses mains, qui auraient dû préparer tendrement les repas et guider ses jeunes aventures, étaient au contraire rugueuses et fatiguées à force de frotter les sols dans de grandes maisons où son existence même restait invisible, ignorée. Et son père, eh bien, l'histoire de son père était un chagrin qu'il valait mieux dévoiler en temps voulu. Chaque jour, le chemin du retour de Timothy le menait dans une rue tranquille bordée de maisons vieillies par le temps et de jardins modestes, un endroit où l'ordinaire régnait en maître. Pourtant,
nichée dans l'une de ces cours sans prétention, près d'une clôture usée, se dressait une statue de la Vierge Marie. Petite, décolorée et facilement négligée, cette figure sans prétention était bien plus que du béton et de la peinture. Timothy la remarquait, s'arrêtant chaque après-midi pour se tenir devant sa silencieuse vigile. Parfois, ses lèvres bougeaient dans une prière murmurée, des mots tombant de son cœur comme des oiseaux fragiles prenant leur envol. D'autres fois, il se contentait de se tenir dans un silence contemplatif, ses pensées une communion muette avec le divin. Quel secret pouvait bien se cacher dans le cœur d'un enfant de 10 ans qui cherchait du réconfort dans la prière quotidienne? Quelle supplication désespérée pouvait le pousser à se confier à une statue silencieuse? Il y avait un poids inexprimé, une douleur invisible qui rongeait son esprit, exigeant d'être libéré. Et puisqu'il ne pouvait partager ce fardeau avec sa mère, déjà chancelante sous le poids de ses propres luttes, il vidait son cœur à la Vierge Marie. Avez-vous déjà porté un fardeau secret, un tourment silencieux connu de vous seul? Avez-vous déjà masqué votre trouble intérieur par une façade de normalité, en prétendant que tout allait bien alors que votre monde s'écroulait à l'intérieur? Timothy était un maître dans cette pénible mascarade. Leur petite maison, étouffante en été et glacialement froide en hiver, était néanmoins leur sanctuaire, l'endroit où ils s'accrochaient désespérément aux vestiges d'une famille. Chaque après-midi, quand Timothy rentrait de l'école, il était accueilli par le silence résonnant d'une maison vide. Il jetait son sac à dos sur le canapé usé, puis se résignait avant de se diriger non pas vers sa propre chambre, mais vers une autre, une pièce dont la porte était perpétuellement fermée, une pièce d'où émanait un son qui lui était devenu beaucoup trop familier, la toux rauque et implacable de son père, Ethan, une toux qui semblait lui arracher l'essence même. Vous connaissez ce son, n'est-ce pas? La toux qui n'est ni un rhume passager ni une grippe courante, mais quelque chose de bien plus insidieux, un envahisseur implacable qui refuse de céder, devenant plus fort à chaque jour qui passe, à chaque semaine agonisante. Ce son vivait dans l'air autour de son père. 38 ans, et pourtant gravé de la fatigue d'un homme 2 fois plus âgé, Ethan avait autrefois été un mécanicien compétent, ses mains capables de ranimer des moteurs poussifs. Il avait peiné sans relâche, revenant chaque soir à la maison avec les mains tachées de graisse et une poche remplie de salaires durement gagnés, jusqu'à ce qu'une fatigue implacable commence à s'insinuer dans ses os. Puis vinrent l'essoufflement, la toux persistante, la douleur atroce qui s'installait dans sa poitrine et refusait de se dissiper. Les hôpitaux étaient un luxe qu'ils pouvaient difficilement se permettre, alors ils ont attendu, espérant contre tout espoir, jusqu'à ce que la douleur devienne insupportable. Le diagnostic, lorsqu'il est finalement arrivé, a été rendu comme une sentence de mort, une maladie dévastatrice ravageant ses poumons, agressive et déjà généralisée. 6 mois, avait dit le médecin, sa voix empreinte d'une sombre certitude, peut-être même moins. 6 mois, pouvez-vous comprendre le poids de ces mots? Pouvez-vous imaginer l'angoisse d'une femme apprenant que son partenaire de vie allait bientôt lui être arraché? Ou pire, pouvez-vous imaginer la dévastation d'un fils apprenant que son père, son héros, allait disparaître dans à peine 6 mois? Timothy était là, dans la salle d'attente stérile, lorsque sa mère est sortie du cabinet du médecin, le visage masqué d'un chagrin indicible. Aucun mot n'était nécessaire. Il savait. À partir de ce moment, tout a été irrévocablement modifié. Ethan n'était plus capable de travailler, confiné à son lit la majeure partie de la journée. Occasionnellement, il tentait de s'asseoir, de siroter une tasse de café, mais son corps refusait obstinément, rejetant même les plus petits réconforts. La nourriture perdait son goût, son physique autrefois robuste se flétrissait, le laissant simple ombre de lui-même. L'homme qui avait autrefois soulevé sans effort des moteurs de voiture, l'homme qui avait joyeusement lancé Timothy en l'air, s'éteignait maintenant sous ses yeux mêmes. Sa mère, poussée par un amour féroce et le désespoir, a accepté davantage d'emplois de nettoyage, ses journées s'étirant à mesure qu'elle luttait pour payer les médicaments coûteux d'Ethan et les factures médicales croissantes. Et Timothy, forcé d'abandonner prématurément son enfance, est devenu l'homme de la maison. Il se levait chaque matin en solitaire, préparait son propre maigre déjeuner, se rendait à l'école et en revenait seul, et en rentrant à la maison, entrait silencieusement dans la chambre de son père, prenant place à côté de son lit. Parfois, ils engageaient des conversations tendues sur l'école ou les événements de la journée, mais le plus souvent, ils restaient simplement assis dans un silence partagé, le poids tacite de leur perte imminente planant lourdement dans l'air. Timothy tenait doucement la main de son père, sentant sa chaleur s'amenuiser, ses os fragiles sous ses doigts. Ethan, à son tour, regardait son fils, ses yeux remplis d'une profonde tristesse, une lamentation silencieuse pour toutes les étapes qu'il ne verrait jamais,
les leçons qu'il n'enseignerait jamais, les conseils qu'il ne donnerait jamais. 6 mois, et 2 étaient déjà passés, volés par la marche implacable du temps. Certains jours commencent comme les autres, mais recèlent sans le savoir les germes d'un changement irréversible. Nous nous réveillons inconscients du fait que la journée va d'une manière ou d'une autre creuser une marque profonde dans nos vies. Mais plus tard, dans les heures calmes de la réflexion, nous le voyons clairement. Voilà le jour. Pour Timothy, c'était un mardi banal, enveloppé de ciel gris et du froid mordant de la fin de l'automne, un signe avant-coureur de l'hiver à venir. Il se rendit à l'école comme d'habitude, et pendant la pause déjeuner, il se retira dans son coin habituel, déballant son maigre repas, un simple morceau de pain, légèrement beurré. En regardant cette humble offrande, ses pensées se tournèrent vers son père, qui ne pouvait plus trouver de joie dans même le plus simple des aliments. Il pensa à sa mère, qui avait une fois de plus quitté la maison sans déjeuner, ses propres besoins sacrifiés pour le bien de la famille. Il pensa à combien la vie était devenue implacablement difficile, et pour la première fois depuis ce qui lui sembla une éternité, Timothy pleura. Il s'assit seul dans la cour de l'école, le pain serré dans ses mains, et sanglota avec une tristesse brute, déchirante, qui transcendait les petites blessures de l'enfance. C'était un cri de désespoir total, d'impuissance profonde, de la réalisation angoissante qu'aucune quantité de vœux ne pouvait altérer la sombre réalité qui s'était abattue sur sa famille. Avez-vous déjà pleuré comme ça, vos larmes tirées des plus profonds recoins de votre